Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Vélo Rando, on est très heureux de vous accueillir une fois de plus dans le Tarn et dans la Montagne Noire pour une rando qui s'annonce très boisée. La Montagne Noire, ça nous parle. On a encore retrouvé un nouvel itinéraire dans ce beau massif tout au sud du Tarn. Alors ça sera majoritairement de la forêt aujourd'hui, avec quelques ponctuations de belles vues, notamment lorsqu'on débouchera à 1000 mètres d'altitude. Et puis on aura également quelques petites découvertes à vous montrer. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'a pas trop de vent, on n'en a même pas du tout d'ailleurs, pour une fois, c'est assez rare dans nos vidéos. Ciel légèrement voilé, je pense que ça devrait aller quand même. On a choisi la meilleure période pour venir ici, c'est courant novembre. Parce qu'après les arbres, ils n'auront vraiment plus de feuilles. Dès le mois de décembre, ça sera terminé. C'est de la micro-cascade, mais c'est assez joli. Mérite un petit détour. Alors je vais vous poser une question, je n'ai pas vraiment la réponse. J'ai remarqué que chaque fois quand on est dans une forêt de hêtres, il n'y a pas beaucoup de végétation. Il y a quelques houx ou ce genre d'arbustes, mais pas grand chose, pas de ronces. Est-ce que vous connaissez la réponse? Parce qu'il y a des forêts avec des chênes qui sont beaucoup plus envahies de végétation. On a beau être de la région, mais on n'était jamais venu ici. Ça aurait été dommage parce que superbe environnement. Je pense que même en été, ça va être aussi sympa. Ça va être bien à l'ombre. Et vous devez l'entendre, ça n'arrête pas de couler partout. Il faut dire que la Montagne Noire est considérée comme un château d'eau. Vous voyez que je ne vous avais pas menti. Hein. Il y a des cascades un peu partout. Et celle-là, elle n'est même pas mentionnée. Hein. Pourtant, elle est assez belle. Hein. Et là, ça va remonter de plus en plus sec. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a des feuilles, de l'humidité. Donc, il faut être prudent à la montée et encore plus à la descente. On en reparlera tout à l'heure. Allez, on se dirige vers les premières curiosités du jour. C'est carrément de la curiosité historique. Mais là, en attendant, je ne sais pas si vous voyez la pente, mais là, c'est hard. Je n'arrive même pas à tenir sur les chaussures. Pourtant, j'ai les crampons. Ce passage très relevé. Ah, je pense que ça va un peu se calmer bientôt. C'est un parcours que je n'ai pas trouvé, mais en le créant, je me suis rendu compte qu'il existait quasiment à l'identique. J'ai rajouté quand même quelques spécificités, je vous le mettrai dans les commentaires. Voilà, il développe 13 km, c'est vraiment pas très long. Et puis là, on retrouve un marquage, ce serait un PR. Pourtant, il n'y en avait pas au début de marquage, mais là, on le retrouve. Le marquage du PR. Alors pourquoi le nom du sentier Vibo? C'est pas quelqu'un de la région, Vibo, parce qu'en fait, c'est le nom d'un avion, le 283 T12. Puisqu'il y a très longtemps, c'était en 1936, le 2 août, un avion de l'aéropostale s'écrasait sur les flancs de la Montagne Noire. Et nous allons nous rendre sur ces lieux.
À bord de cet avion, 3 personnes, dont un certain Génin, très connu puisque c'est un des précurseurs du vol aux instruments. Et donc on va se rendre d'une part sur les lieux du crash et d'autre part dans un deuxième endroit où est installée une croix. Aérodrome du Bourget, situé à 13 km au nord-est de Paris. Dans la nuit du 1er au 2 août 1936, le lieu bourdonne encore d'un murmure mécanique. 3 hommes s'approchent du trimoteur Vibo 283T, dit l'Aventureux. L'avion doit se rendre à Rio de Janeiro en passant par Toulouse, puis Barcelone, dans le cadre d'un service aéropostal. Gaston Génin, 35 ans, chef pilote aguerri d'Air France, avec 27 traversées océaniques, va prendre les commandes de l'appareil. En décembre 1935, il relie le Bourget à Tananarive, capitale de Madagascar, en un raid de 5 étapes d'une durée de 58 heures. Il est le spécialiste des vols sans visibilité. Il est secondé par un homme qu'il a lui-même formé, Roger Savary, est copilote sur ce vol. Le 3e membre est Albert Aubert, un spécialiste de la radio-navigation, un rôle crucial à l'époque où les vols aériens long courrier dépendaient fortement des communications radio pour la navigation, surtout en conditions difficiles. Pas de passagers ce soir-là, seulement des sacs de courrier, 900 kilos de lettres, de rêves et de nouvelles traversant l'Atlantique vers l'Amérique du Sud. À 2h45 précises, les 3 moteurs hispano-suizas crachent leur feu et l'Aventureux décolle dans l'obscurité, cap au sud. Le Vibo 283T était un avion de transport civil trimoteur français, entièrement métallique, revêtement en duralumin, conçu et construit entre 1930 et 1934 par la Société des avions Michel Vibo, installée à Billancourt, avec le financement principal des chantiers aéronautiques de Penouette à Saint-Nazaire. Il est capable d'emporter 10 passagers en cabine fermée, plus un équipage de 3 personnes. La famille dérive directement du prototype Vibo Penouette 280T qui effectua son premier vol en novembre 1930 avec 3 moteurs en ligne hispano-suiza de 300 chevaux chacun. Le 283T est la version définitive et la plus aboutie. 10 exemplaires construits. L'avion est mis en service commercial dès 1933. Vous avez déjà vu cet avion dans une bande dessinée de Tintin et l'oreille cassée de 1937. La compagnie nationale Air France exploite 10 Vibo 283T et 5 282T après sa création en octobre 1933. Appréciés pour leur robustesse et leur bonne fiabilité relative à l'époque, ils restèrent en service régulier sur les lignes européennes jusqu'en 1938. Le vol de l'Aventureux se déroule sans histoire, mais arrivé dans la moitié sud du pays, la météo est moins favorable. Entre Brive et Toulouse, le plafond nuageux se situe entre 300 et 600 mètres. Ce n'est pas un obstacle pour un bon pilote de ligne, comme Génin, qui en a vu bien d'autres et de plus pénibles. Sur ce vol, Génin pilote aux instruments, boussole, altimètre. Il a choisi un appareil qui n'embarque pas de goniomètre, mais qui possède un plus long rayon d'action que les autres appareils de la flotte. Le goniomètre fut inventé en 1907. C'est un équipement d'aide à la navigation qui facilite la localisation. Il permet de déterminer la direction d'une émission radio en mesurant l'angle d'arrivée du signal. 3 heures après le décollage, le ciel est un voile impénétrable. Vers 5h30, Aubert lance un appel. FANBL à Toulouse, nous demandons relèvement de position. La réponse arrive dans les écouteurs. Position à l'ouest de Toulouse. Position à l'ouest de Toulouse. Elle va sceller le sort des 3 hommes d'équipage. Confiants, les pilotes ajustent légèrement le cap. Mais c'est une erreur fatale. L'opérateur radiogoniométrique au sol peut être trompé par une réfraction des ondes ou une lecture hâtive à inverser les coordonnées. L'avion est en réalité à l'est de la ville, filant droit vers les flancs invisibles de la montagne noire. À 5h45, l'altitude frôle les 700 mètres. Dans le cockpit, les cadrans allumés sont les seuls phares dans la nuit noire persistante. Le brouillard avale tout.
Dès l'aube, les habitants des environs, alertés par le bruit du crash, essaient de trouver les vestiges de l'appareil. L'après-midi, vers 14h30, un appareil militaire venu de l'aérodrome de Francazal localise enfin les débris fumants éparpillés sur le relief. À Mazamet, non loin de là, Jean Mermoz, en visite chez la famille de sa femme, apprend la nouvelle. Mermoz est un des pionniers de l'aéropostale, héros des lignes sud-américaines et du courrier transatlantique. Son surnom, l'Archange, lui fut donné par ses camarades de l'aéropostale, notamment Saint-Exupéry et Guillaumet, en raison de son charisme, de son courage légendaire et de son allure presque mythique. Bouleversé, il se rendit sur place et reconnaît le corps de son ami Génin. Il manque une civière et il le charge sur son dos pour le transporter plus loin vers une charrette. L'une des citations de Mermoz résonne ce jour-là. « L'accident pour nous, c'est de mourir dans un lit. » Une grande cérémonie en l'honneur des 3 victimes est réalisée le 6 août dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. Le courrier, miraculeusement intact dans les débris, repartira 2 jours plus tard vers Dakar puis Rio. Car chez les as de l'aéropostale, la devise ne fléchit pas. Le courrier doit passer quoi qu'il arrive. Et ce matin d'août, dans la brume de la montagne noire, il a passé. Mais au prix du sang de 3 héros, victimes d'une technologie encore trop fragile et d'un brouillard impitoyable. Voilà donc la stèle des aviateurs. Elle est tout près de nous. C'est l'endroit exact où s'est écrasé ce Wibo. Est-ce qu'il y a des restes de l'avion encore, d'après toi, Lionel? Presque 100 ans plus tard. Bah, je pense pas. Il ne va pas rester grand chose. On va confirmer ça tout de suite. Alors je t'avais parlé de restes d'avion, mais si, il y en a une toute petite partie qui a été associée au monument. Voilà les 3 personnes qui sont décédées, donc Albert Aubert, Gaston Génin et Roger Savary. Allez, on va toucher le Wibo. Voilà. Ah ouais, c'était pas épais ça. Voilà, donc après la stèle, eh bien on va aller voir le monument à présent, qui est beaucoup plus distant. Il n'est pas installé sur le lieu du crash, mais le but c'est de le rendre visible de la vallée. Vous êtes bien sur Vélorando, la chaîne de l'évasion. Pensez à vous abonner, à liker, à placer des commentaires, poser des questions. On y répondra bien entendu avec grand plaisir. On poursuit cette rando direction la croix des aviateurs. Il est timide ce soleil. On est encore un peu trop bas. Il faut qu'on change de versant. Ça ira mieux. Bon, je pense que là on commence à se diriger vers une sorte de hauteur. Est-ce que ça serait l'endroit de la croix?
sais pas, mais on est parti dans un coupe-gorge là. Hein. Tu vas pouvoir sortir la lampe, Lionel. Je crois que tu l'avais prise. On n'a pas de grotte à visiter aujourd'hui, mais la nuit est en train de retomber. Il n'est même pas midi. Ah oui, là, c'est le cas de le dire. Hein. Ah oui, là, c'est lugubre. Si tu viens tout seul ici, tu peux avoir peur. Ça fait plaisir de revoir du soleil après cet épisode obscur. Et là on est en train de s'approcher. Oula, c'est joli là aussi. Hein. Avec ces arbres torturés. Sorte de hêtre, je crois. Hein. Vous me corrigerez si je me trompe. On est arrivé donc à un refuge, le refuge de Peyremont. Allez, le refuge il est pas loin. Petit effort, on y arrive. Ben écoute, pour l'instant j'en dis que du bien de ce parcours. On verra sur le retour. C'est très changeant. La végétation également. Il y a des points d'intérêt. Un petit peu tout ce qu'on aime. Et puis il y aura la vue qui nous attend au sommet. Nous allons à 1008 mètres d'altitude aujourd'hui. J'espère que la vue se sera un petit peu dégagée par rapport à ce matin. Parce que ça doit porter quand même assez loin. C'est pas la première fois qu'on vient là, mais ça date d'il y a des lustres, hein, la dernière fois. Voilà, là c'est des parties reboisées, ça se voit, les arbres sont plus ou moins plantés à la même distance. Ouais, ils sont bien alignés. Mais ça doit dater d'il y a un petit moment, hein, parce que vu la taille, je vous avais parlé de randonnée boisée, ben, je vous avais pas menti, vous voyez. Et le refuge normalement il est tout près, il est pas loin. Alors est-ce qu'il est ouvert? C'est pas sûr. Hein. Un refuge peut-être ancien, mais en tout cas qui aurait été rénové. En général, quand même, tu laisses une partie ouverte. Hein. Tu vas pouvoir tester. Là, c'est pas dit. Hein. C'est pas dit du tout. Avec la porte en verre, caméra de surveillance. Ouf. Ah oui, on a carrément une caméra. Alors là, ça, c'est la première fois que je vois ça. Un refuge avec une caméra, c'est nouveau. Et là, voici notre fameux rocher de Peyremont. Alors là, c'est aussi assez étrange, une sorte d'escroissance comme ça. On a l'impression de quelque chose de volcanique, mais je ne suis pas sûr. Hein. Je crois pas. Hein. On s'en souviendra de ce refuge. Si on avait voulu venir dormir la nuit ici, c'était pas bon. Hein. Un refuge sous surveillance en plus. On n'y rentre pas comme ça.
ben là on se régale. Hein. On est presque dans des décors de cinéma. Alors là je suis sous le roc de Peyremont. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce survol de ce géant de pierre, le Peyremont. Ça vaut le coup de venir, hein. La vue est vraiment remarquable. On n'a pas eu de la vue 100% dégagée sur les Pyrénées, mais c'est quand même pas mal, hein. Voilà, donc on a 600 mètres à descendre à peu près de dénivelé. C'est pas mal. Allez, on est sur la face nord là, du rocher, du roc de Peyremont. Et là, c'est vraiment beaucoup plus abrupt, hein.
Ce côté là, il est méchant. Hein. On dirait qu'il y a un sentier ici aussi, Lionel, là où je suis. On va se méfier. Allez, on va dire au revoir à ces vieilles pierres qui forment un ensemble assez étonnant. Allez, pour ce retour, on joue au jeu des coupes-pistes. C'est un sentier qui est perpendiculaire à la piste. Il coupe tous les lacets quasiment. Donc on se trouve dans la section qui dessale le moins. Tout à l'heure, ça va se cabrer un peu. Donc là, pour l'instant, pas de problème. Il faudra voir plus bas. Allez, on est descendu d'un étage, déjà presque 200 mètres de perdu par rapport au sommet. Ça va beaucoup plus vite qu'à la montée, évidemment. Et on commence à rentrer dans des pentes plus accentuées, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Allez, merci de nous mettre des pouces vers le haut. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, ça permet de nous faire gagner en visibilité. Il y a quand même toujours pas mal de boulot derrière ces vidéos, vous imaginez. Allez, et là ça a failli être le vol, le crash en direct, le deuxième crash de la montagne noire. J'ai l'œil toujours sur le GPS, mais bon, le sentier est lisible pour l'instant. Pas de surprise particulière. Bon, je vous avais parlé qu'il y avait de l'eau ici, pas de problème, même en été je suis sûr que ça coule. Particulièrement humide. Alors là j'ai découvert un truc, fallait aller le chercher. Une espèce de cabane. Je sais même pas, c'est carrément en terre. Ça c'est rudimentaire. Hein. C'est du rudimentaire. Je vous montre la bête, c'est carrément construit contre les rochers, je sais pas trop comment. Là c'est carrément l'abri de la bête sauvage. Lionel, tu vas être surpris. Parce qu'il y avait même une porte ici. Il y a des gongs de porte. Il y a les gongs d'une porte. Ah bon? Ça, on n'en avait jamais vu des choses comme ça. Un abri couvert de terre comme ça. Il fait au moins 6 ou 7 mètres de long facilement. Je sais pas quelle était son utilité à l'époque. Vraiment spécial cet endroit. Allez, ben on va repartir sur le sentier. Il reste peut-être une dernière cascade à aller voir. Et puis on se sera quand même bien régalé. C'est les surprises comme ça que j'aime bien. Allez, on s'approche d'une zone de cascade, peut-être la dernière. On va voir ce que ça peut donner. Bon là voilà, cette dernière cascade, c'est pas la cascade du siècle, mais c'est pas moche non plus. Eh bien, on s'est bien régalé les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, à poster des commentaires. On vous souhaite de très belles randonnées. A bientôt, salut!
Bien voilà, on est en train de terminer la boucle. On est garé à côté de ce lac. Sur la gauche là-bas, des maisons. Ah si, t'as mis le côté.